Eh bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour se faire une nouvelle vidéo sur l'actualité du MotoGP. On a donc comme d'habitude de nombreux sujets à couvrir, j'espère bien sûr que vous allez bien. Bon on parle pas plus, pensez bien sûr à vous abonner, à lâcher un petit like, ça soutient la chaîne, c'est parti. Allez, on commence donc cette vidéo par un petit état de santé des deux pilotes RNF avec les propos de Razlan Razali, qui est bien sûr le boss de l'équipe. On rappelle que Miguel Oliveira est blessé après son accrochage avec Fabio Quartararo à Jerez, et on a pu aussi avoir du coup l'opération de Raúl Fernandez pour un syndrome d'éloge bien énervé, et du coup il nous donne un peu des nouvelles des deux pilotes. Alors pour Oliveira, il nous déclare: c'est bien qu'il puisse à nouveau s'entraîner sur la moto, il fait des progrès décents, mais je suis sceptique quant à son retour au Mugello. Nous nous attendons à ce que Raúl Fernandez puisse à nouveau piloter au Mugello. Nous ne sommes pas aussi confiants avec Miguel. Il rappelle quand même que le syndrome d'éloge qu'a eu du coup Raúl Fernandez était assez compliqué. Il a donc dit ce n'était pas une chirurgie normale du bras. Les médecins ont dû couper 9 muscles différents. Ça ne s'est pas passé aussi bien que d'habitude. Mais il voulait essayer pour l'équipe, c'était mieux pour lui de s'arrêter et de récupérer. Il a été, je vous rappelle, déjà disponible pour Le Mans. Il a essayé de rouler au Mans et puis finalement il a décidé d'abandonner. Bon voilà, petite news très rapide pour vous donner un petit état de santé bien sûr des deux pilotes. On attend de voir s'ils pourront donc rouler au Mugello. On a bien compris que pour Oliveira ça va être réellement compliqué. On verra bien sûr si Raúl Fernandez lui sera disponible. Allez, maintenant j'avais envie de continuer avec un sujet sur Marc Marquez. Dans une prochaine vidéo on va revenir un petit peu sur le châssis Calex. En ce moment il y a bien sûr pas mal de sujets, et vu que le Grand Prix du Mugello est dans quand même pas mal de semaines, on prend son temps, on prend le temps bien sûr de couvrir plein de petits sujets. Et aujourd'hui je voulais donc pas tout de suite parler du châssis Calex, mais plutôt revenir sur les propos de Marquez par rapport à sa continuité chez Honda, et aussi à cette information que beaucoup de personnes disent, Marc Marquez devrait aller chez KTM ou chez Ducati pour gagner. On va tout de suite comprendre que Marquez pour l'instant il est concentré sur le fait de travailler uniquement avec Honda et de continuer à entrevoir un avenir chez le constructeur japonais. C'est le commentaire que tout le monde me fait. Mais je n'ai pas ce sentiment. J'ai la Honda pour cette année et pour l'année prochaine. Et je dois continuer à travailler pour m'améliorer. J'ai un contrat de 2 ans et je crois toujours en eux et je continue à penser à eux. J'ai dit dans le box que je suis bien préparé, j'ai piloté comme je n'ai pas fait depuis longtemps, mais on ne peut pas faire comme ça à chaque course. On ne peut donc pas aller jusqu'à la limite. En France, on a sauvé les meubles avec le pneu avant dur sans l'avoir essayé. On l'a testé en course et ça nous a permis de sauver le résultat pendant que les autres partaient avec le tendre. Jouer ces cartes, ce sont des risques, oui, mais pour moi, le plus important psychologiquement, c'est de montrer que j'en suis, de continuer avec cette confiance en moi et d'attendre que des petites choses arrivent du Japon. Les résultats viendront si la moto m'accompagne. Et justement, pour continuer sur cette affaire, on a eu les propos de pas n'importe qui, de Giacomo Agostini, qui est revenu sur tout ça, et je pense que c'est intéressant de voir ce qu'il a pu dire. Honda est le plus grand constructeur au monde et ce n'est pas facile de quitter une équipe de ce niveau. En ce moment, l'équipe japonaise souffre, tout comme Yamaha, mais il ne peut pas courir avec une Ducati, et également parce qu'ils ont là-bas déjà de nombreux pilotes et qu'ils gagnent. Donc ils n'ont pas besoin de lui. Il est vrai que le constructeur Borgo Panigale aimerait l'avoir, mais ils ont déjà des gens qui triomphent, et ce n'est pas correct de changer ceux qui gagnent déjà. Il y a aussi Aprilia au KTM, qui est la seule équipe qui peut être considérée comme candidate compte tenu des accords entre Marquez et les sponsors tels que Red Bull. Rappelez-vous quand même de cette histoire de Red Bull, qui sont également très forts. Ce sont des décisions difficiles à prendre. Je suis convaincu que Honda et Yamaha reviendront au sommet. Marc doit être patient, il va souffrir un peu, mais après la pluie vient toujours le beau temps. Voilà donc que les propos d'Agostini, mais aussi de Marquez sur ce gros transfert qui pourrait arriver en MotoGP. Si Marquez venait à quitter Honda, ça serait quand même un choc absolu, surtout aussi par rapport à l'équipe qu'il choisirait. Alors je vous avoue que je continue de penser que chez Ducati, ça me semble absolument impossible. Chez Aprilia, je ne pense pas aussi que Marquez quitterait donc Honda pour rejoindre Aprilia. Et KTM, avec ses histoires de sponsors, ses histoires avec Red Bull, il y a toujours une possibilité, mais pour moi, ça ne sera pas avant la fin de la saison 2024. On verra comment ça évoluera. Surtout que quand tu vois aujourd'hui les résultats de KTM, je peux pas imaginer que Marquez ne se dit pas, elle est quand même intéressante cette moto. Mais bon, KTM, tout comme Ducati, aujourd'hui on a des contrats avec des pilotes qui fonctionnent très bien. Chez Ducati, on a toute la grille où les pilotes brillent, surtout aussi dans l'équipe d'usine. Il faudra voir aussi quand même le retour bien sûr de Bastianini. Chez KTM, on a Miller qui fait de super résultats. C'est la même chose pour Binder. Bah oui, Marquez est un poids lourd et je pense qu'on ferait peut-être quand même de la place à un pilote comme Marc Marquez, mais aujourd'hui c'est quand même pas si simple que juste de dire Marquez il a la voie grande ouverte pour signer où il veut. Et je voulais aussi revenir sur une partie des propos d'Agostini quand il dit que justement quand il y a la pluie après vient le beau temps. Alors c'est vrai que ça marche dans la vraie vie par rapport à la météo, mais moi je peux citer quand même pas mal de choses où malheureusement le beau temps il est jamais venu après la pluie.
en MotoGP, c'est des fois pas si simple et quand tu vois aujourd'hui la situation de Honda qui est vraiment très compliquée, on est quand même loin par rapport à la concurrence et surtout le pôle d'innovation qui est aujourd'hui Honda est en retard par rapport aux autres. Si Honda était dans des dernières saisons où on innovait quand même beaucoup plus rapidement que les autres, je me dirais que oui, peut-être que dans un an, peut-être que dans 2 ans, peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, pardon, je sais pas compter, que dans 3 ans, Honda soit capable de rattraper Ducati et même de les dépasser. Mais aujourd'hui, plus les années passent et plus on a l'impression que l'écart il grandit. Donc pour Honda, il va falloir trouver quelque chose qui va révolutionner la machine. Et on se rappelle de cette fameuse révolution, ce nouveau prototype en 2022, ça n'a clairement pas bien fonctionné. Donc bon, qu'est-ce que peut réellement aujourd'hui apporter Honda pour arriver à complètement révolutionner cette moto et permettre à la Honda d'être capable de nouveau de gagner des courses d'une manière assez régulière? Bon, c'est Honda, on le rappelle, c'est le plus gros constructeur du monde. Aujourd'hui, c'est un constructeur qui est aussi le plus grand constructeur dans l'histoire du MotoGP. Bien sûr, on n'oublie jamais ça. Mais quand tu vois aujourd'hui la puissance de frappe de Ducati, la puissance qui monte chez Aprilia et chez KTM, Honda a énormément de travail et Marc Marquez, il n'a pas encore 20 ans devant lui en MotoGP. Il lui reste peut-être 5-6 saisons au top et je pense que certaines personnes me diront même moins. Il n'a pas le temps d'attendre que Honda fasse un projet dans 15 ans. Donc oui, bien sûr qu'il y a de la confiance et j'aime les propos de Marc Marquez qui, lui, ne tape jamais sur la marque. Tu verras très rarement Marquez te dire « Ouais, la moto, c'est un bousin comme pas possible, je pense à un avenir ailleurs ou je veux gagner ailleurs. » Non, il veut donner une pleine confiance dans le constructeur et d'une manière, c'est assez beau parce qu'on sait quand même la relation forte entre Marquez et Honda. Mais il y a un moment quand même, il va falloir réagir par rapport aux Japonais, il va falloir trouver une solution. Et tout ce que je suis en train de vous dire, ça s'applique aussi à Yamaha avec justement leur relation avec Fabio Quartararo. Pour l'instant, situation bien complexe. Et justement, vu qu'on parle un peu de Honda, et si on se faisait un petit sujet sur Yamaha, mais on va pas spécialement parler de Fabio Quartararo, je vais vous avouer que Fabio a encore fait beaucoup de propos sur sa Yamaha. Je ne mets pas ça totalement de côté, peut-être qu'on en reparlera, mais bon, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai envie de parler aussi un petit peu d'autre chose, voir Fabio assez frustré et assez énervé sur sa moto. Bon, ça va bien 5 minutes, et c'est vrai que c'est l'actualité, mais bon, il y a un moment, malheureusement, j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu en rond, et ça me fait quand même assez de peine, bien sûr, pour le pilote français. Non, là, j'avais envie de parler de l'autre pilote de cette équipe Yamaha, le pilote Factory quand même, Franco Morbidelli, qu'on a tendance quand même à pas mal oublier. Morbidelli a parlé un petit peu de son début de saison et sur sa continuité possible chez Yamaha. On se dit tout ça. Ma perception est que cette année, je suis assez bon par rapport à mon coéquipier. Je l'étais moins l'année dernière, mais cette saison, je lui livre une grosse bataille. Oui, je resterai volontiers avec Yamaha parce que j'ai eu de grandes satisfactions avec Yamaha. Je m'entends très bien avec les gens de l'équipe et j'ai aussi un travail inachevé, car je n'ai pas été en mesure de réaliser ce que j'aurais voulu avec cette équipe. Ma foi en Yamaha ne change pas, car nous sommes tous conscients de ce qu'il nous manque, et je suis également conscient de ce que nous avions. C'est ce qui me permet de garder espoir, car il y a encore des aspects de l'ancienne moto qui étaient bien meilleurs et ils nous appartiennent. La M1 pourrait à nouveau être l'une des meilleures motos, malheureusement nous n'y parvenons pas pour l'instant, mais je reste confiant parce que c'est ma nature et parce que je vois qu'il y a de l'envie au sein de l'équipe. Après donc les propos d'Agostini, voici les propos assez positifs donc de Morbidelli sur l'avenir de ces deux constructeurs japonais. Je croise les doigts pour Morbidelli bien sûr qu'ils trouveront la solution chez Yamaha, mais alors lui je suis un peu plus inquiet clairement parce que je pense pas que Yamaha trouvera la solution dès cette année, je vous en ai déjà parlé. Je suis très sceptique, que ce soit pour Honda mais surtout pour Yamaha, qu'on arrive vraiment à trouver quelque chose qui bouleverse la hiérarchie aujourd'hui du coup au cours de cette saison. On voit quand même que Honda a apporté ce châssis Kalex et comme je vous en ai déjà parlé on en reparlera et ça semble pour l'instant quand même bien fonctionner même si c'est pas la révolution qu'on voudrait. Chez Yamaha malheureusement il n'y a pas de châssis Kalex, il n'y a rien du tout, on continue de ramer, on apporte des nouveautés, Fabien en a parlé mais ces nouveautés elles ne fonctionnent pas et malheureusement on a une atmosphère actuellement dans l'équipe qui est quand même assez mauvaise et on est bien sûr extrêmement déçu des résultats. Quand tu vois aujourd'hui ce que fait Fabio Quartararo, quand tu te rappelles il y a 2 ans qu'il était champion du monde en titre et qu'il arrivait quand même à aller chercher de multiples victoires et surtout énormément de podiums, des pole positions, quand tu vois le Fabio Quartararo de cette saison, waouh. Donc oui, bien sûr, bravo à Morbidelli d'avoir réduit peut-être un petit peu l'écart. Peut-être que Morbidelli aujourd'hui, il a quand même un gain de forme en plus parce que on parle énormément de la machine, on le sait tous, Yamaha est en retard, mais je pense aussi que pour Fabio Quartararo, il y a aussi un côté psychologique qui aujourd'hui n'est pas très favorable à aller chercher plus de performance. Peut-être que lui, Morbidelli, il sait que sa place aujourd'hui elle est en jeu chez Yamaha, il a un petit boost d'énergie pour aller chercher un petit plus.
et on le voit parce que c'est vrai que l'écart entre lui et son coéquipier, c'est à peu près amoindri. Maintenant, bon, Morbidelli il est toujours derrière et on est face à un Fabio qui quand même est clairement en difficulté. Donc bon, je sais pas si on peut voir réellement ça comme une petite victoire. Maintenant, si vous voulez un avis personnel, je continue de penser que Franco Morbidelli ne continuera pas chez Yamaha. Il y a des jeunes pilotes qui tapent à la porte, il y a d'autres aussi possibilités. On a beaucoup parlé sur la chaîne de Toprak. Loin de moi de dire que Morbidelli est un mauvais pilote ou quoi que ce soit. Mais ça me semble quand même assez compliqué pour lui de continuer encore pendant 2 saisons chez Yamaha. Allez, pour quatrième et tout dernier sujet, on va donc maintenant se voir les propos de quelqu'un qui m'a pas mal choqué, c'est Francesco Bagnaia qui nous a tout simplement dit qu'il voudrait voir de nouveau de plus grands écarts entre les équipes satellites et les équipes d'usine. Donc ouais, c'est vrai que j'ai trouvé ça totalement hallucinant quand surtout tu connais son parcours, mais aussi aujourd'hui sa position chez Ducati. Alors peut-être qu'il est pas mal énervé après ce qui s'est passé au Grand Prix du Mans, mais c'est quand même assez fou qu'un pilote de sa stature puisse dire de telles choses. On va donc se voir ses propos et ensuite voir les propos de Hervé Poncharal. Parce que clairement, le patron de l'équipe Tech 3, il est assez remonté. Allez, on commence donc par Pecco. Toutes les motos peuvent gagner sur la grille. Il n'y a plus 6 ou 7 dixièmes d'écart entre une moto d'usine et une moto cliente. Cet écart était utile, parce que quand il y avait les 4 fantastiques, ils étaient les plus forts, mais ils avaient aussi les motos d'usine. Maintenant, le niveau est très élevé et tout le monde peut gagner. Et j'ai envie de dire, c'est ce qui est bien. Au Mans, le rythme de course n'était pas conforme aux attentes, sauf pour Bezzecchi, et c'est ce qui fait que le groupe est resté plus resserré. Mais pour moi, il faudrait recréer un écart entre les motos d'usine et les clientes, ou au moins trouver une solution. Alors il essaie justement d'expliquer un petit peu pourquoi il veut de nouveau retrouver un écart entre les équipes satellites et usines. Depuis 2 ans, on essaie de gagner dans les 2 premiers tours. Quelqu'un qui est derrière essaie même de doubler 5 ou 6 pilotes en un tour. Et il ne faudrait pas que ce soit comme ça. On est tous à la limite. Donc c'est une erreur de vouloir en faire plus. Surtout dans la première partie de la course. On voit que les accidents sont surtout en début de course. Peut-être parce qu'il y a trop d'agitation. Il faut faire quelque chose pour améliorer la situation. Parce que comme ça, ce n'est vraiment pas sûr. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait revenir. Voir Pecco se plaindre du coup de l'écart qu'on a aujourd'hui entre les équipes satellites et les équipes d'usine. Encore une fois, je me répète, quand tu connais sa situation, je trouve ça complètement fou. Mais on va tout d'abord voir les propos d'Hervé Poncharal parce que lui, il explique très bien mon avis personnel. Et c'est quand même pas n'importe qui le dit, c'est pas le Rémi dans son fauteuil. Donc on se dit tout ça. Ce que j'en pense, c'est que, comme bien souvent le dimanche soir quand je rentre avant de me coucher, je n'ai pas vécu assez de MotoGP. Donc je lis tout ce qui s'écrit sur un peu tous les sites nationaux et internationaux. Et je suis tombé sur un site italien où il y avait une interview de Pecco Bagnaia qui parlait un petit peu de son problème avec Maverick Viñales. Et puis je lisais comme ça et j'ai été très surpris de la part du champion du monde en titre, de quelqu'un qui est responsable, que je respecte énormément, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et qui est toujours assez posé dans ses commentaires, de lire une énormité. Je pourrais même dire une énorme connerie. Parce que Pecco Bagnaia, comme tout pilote, vient du Moto 3. Il est passé par le Moto 2 et il est arrivé en MotoGP dans une écurie indépendante, qu'on peut appeler privée ou satellite. On l'appelle comme on veut. Et il était content d'avoir une moto performante qui lui permettait de se faire remarquer. Et puis au fur et à mesure de son évolution dans cette catégorie MotoGP, on lui a proposé un guidon d'usine. Ce qui est un petit peu le parcours rêvé et que tout pilote talentueux souhaite avoir. Et quelle n'a pas été ma surprise alors qu'il a bénéficié de ce système, il a pu avoir des motos performances dans des structures indépendantes, de lire que ce serait bien qu'il y ait 6 ou 7 dixièmes au tour décidés par les ingénieurs des constructeurs qui sont présents sur la grille du MotoGP. Donc, qu'on castre les motos des teams privés de 6 ou 7 dixièmes au tour, c'est à peu près le déficit qu'ils souhaitent leur voir imposer pour pouvoir s'amuser entre riches et puissants. Il a même noté les 4 fantastiques qui étaient Rossi Stoner, Lorenzo et Pedrosa, à l'époque où les motos d'usine étaient bien plus performantes que les motos des teams indépendants et que c'était une belle situation. Comme vous l'avez remarqué, les 4 premières positions au Grand Prix de France étaient 4 écuries indépendantes. Et c'était fabuleux de voir que la course au titre est grande ouverte. Qu'il y a un point entre Bezzecchi, qui est un jeune pilote qui arrive sur une moto Ducati d'un team privé, et qu'il est donc un point derrière Bagnaia sur la moto officielle de la même usine. C'est génial pour tout le monde. C'est génial pour le sport, c'est une belle émulation, et ça nous permet, nous, les écuries indépendantes, de convaincre nos partenaires, qu'on peut appeler les sponsors aussi, de se joindre à nous parce qu'on leur dit qu'on n'est pas là uniquement pour faire du remplissage de grille, mais qu'on est là aussi pour faire des performances. On peut gagner des courses et éventuellement viser le titre. Et franchement, quand j'ai lu ça après quasiment 15 ans de travail pour arriver à faire comprendre que c'est la situation dont je viens de parler qui était la situation idéale pour qu'on ait un super show et que pour tous les acteurs, je parle là aussi des équipes, puissent vivre décemment, puissent payer leurs mécaniciens décemment et puissent payer leurs pilotes décemment, ça, ils l'oublient aussi. Parce que si on n'a pas de résultats, on n'a pas de sponsor, on ne paye pas nos pilotes et quand il est arrivé en MotoGP dans une écurie indépendante,
précédente, il était content d'être traité avec du matériel qui était performant et d'être traité comme un pilote professionnel avec des mécaniciens qui étaient professionnels. Donc à un moment donné, je pense que quand on avait le niveau qui était le sien et donc on était champion du monde en titre, on vous avait dit et appris qu'il fallait tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de dire une ânerie. Et là, il a dit une énorme ânerie. Ça m'a personnellement beaucoup choqué parce que c'est anti-sportif. Une des valeurs qui pour moi est une des valeurs de base du sport, c'est le respect et l'équité. Et ça, c'est quelque part un manque de respect, de, encore une fois, pas castrer, mais de pénaliser. En plus, il a donné des montants de la pénalisation, de 6 ou 7 dixièmes, dans sa grande mensuétude. Il n'a pas atteint la seconde. Et c'est quoi le sport dans ces cas-là? Parce que ce qu'on veut voir, ce sont des motos qui se battent, mais aussi des hommes qui se battent. C'est un manque de respect vis-à-vis même de ses collègues de la VR46. Ce serait bien qu'il en parle à Bezzecchi. Bon, tout ce qu'on peut dire, c'est que là, Hervé Poncharal, il avait pas sa langue dans sa poche et qu'il était clairement énervé par rapport aux propos de Pecco. Et je suis totalement d'accord avec lui. Je trouve vraiment aussi que du coup Pecco a fait un commentaire assez antisportif et je ne peux même pas imaginer qu'un pilote, encore une fois dans sa situation et qui a vécu tout ce qu'il a vécu, puisse dire que ça serait intéressant de revenir à cette situation comme à l'époque. Alors oui, avant on avait les 4 fantastiques, c'est vrai qu'on avait des batailles de fous, 2011, 2012, 2013 aussi avec l'arrivée de Marquez et le départ de Stoner, c'est la suite on va dire des 4 fantastiques, on a vécu des choses exceptionnelles, mais il faut jamais oublier qu'on avait 4 pilotes pour la victoire, tout le reste c'était la catastrophe. Les pilotes étaient vraiment très loin, c'est pas qu'ils étaient mauvais les pilotes, mais c'est que les motos étaient vraiment en retard. Donc des fois on voyait bien sûr de beaux résultats, mais on avait un gap technique qui était énorme. Ce qui est quand même très très bien aujourd'hui en MotoGP, c'est que justement un pilote dans une équipe satellite puisse gagner des courses, puisse se battre pour le titre de champion du monde. On a vu Bastianini faire de magnifiques choses et justement arriver dans l'équipe d'usine justement grâce à tout ça. Alors revenir à une époque où on n'a que des pilotes d'usine devant et d'avoir que les équipes satellites qui sont derrière en train d'essayer de ramasser les miettes, mais ça c'est pas du tout la vision d'un MotoGP moderne. Et comme l'a dit très bien Hervé Poncharal, tu lui dis que Pecco est quand même le champion du monde en titre, qui puisse faire ce genre de propos avec tout ce qu'il a pu avoir de la part de Ducati pour justement arriver à la fin dans l'équipe d'usine et être champion du monde. Ouais, je trouve que c'est choquant. Et c'est pour ça justement que moi je me suis appuyé des propos d'Hervé Poncharal, parce que comme d'habitude, moi je suis personne pour dire ça aussi. Et c'était, je pense, très intéressant d'avoir les propos de quelqu'un comme Hervé Poncharal, qui est là depuis des années en MotoGP, qui est quand même un homme très important dans ce paddock. Et je suis très étonné une nouvelle fois de voir ce qu'a pu déclarer Pecco. Maintenant, moi ce que j'aimerais rajouter dans toute cette histoire, c'est qu'après du coup la course du Mans, Pecco était extrêmement énervé après ce qui s'est passé avec Vignales, pardon. Il était bien sûr frustré de son résultat aussi ici au Mans. Et peut-être que de voir revenir Bezzecchi à un point, ça l'a un petit peu agacé et voilà, il a déclaré ce genre de choses. Il faut jamais oublier que c'est pas facile pour les pilotes de faire ces déclarations dans la presse juste après les courses. On a de l'énervement, on a de la frustration. Alors on sait que c'est tout un exercice pour les professionnels justement de travailler, de savoir choisir ses mots, de savoir dire précisément ce qu'il faut dire et justement savoir aussi ce qu'il ne faut pas dire. Comme a pu dire Hervé Poncharal, tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Peut-être que là, Pecco, il a manqué peut-être un petit peu de maîtrise parce que j'ai vraiment du mal à me dire qu'un pilote de ce niveau-là, qui a eu ce parcours-là, puisse dire que c'est une bonne chose aujourd'hui en MotoGP, que pour le MotoGP moderne, qu'on retrouve des équipes satellites à 6 ou 7 dixièmes. Bon, peut-être qu'il le pense réellement, peut-être que c'était donc de l'énervement après du coup ce qui a pu se passer au Mans, je sais pas trop, mais oui, ça m'a pas mal choqué, et je continue de le dire, je suis totalement contre cette idée. J'espère vraiment que la Dorna va pas se dire, ah bah tiens, pour les années futures, ça serait une bonne idée ça, ce que vient de nous déclarer Pecco. Bon, j'en rigole un petit peu, parce que c'est pas non plus, il y a pas mort d'homme, pardon, j'en perds mon français, mais... Chacun son avis, clairement. Peut-être que c'est aujourd'hui l'avis de Pecco, peut-être que cet avis évoluera ou changera, peut-être encore une fois, je me répète, que ça a été dit par rapport à l'énervement de la course du Mans. Mais je trouve, oui, que c'est quand même une belle erreur, pour rester poli, de dire ça. Donc voilà, pour moi on est donc arrivé à la fin de cette grosse vidéo. J'espère bien sûr qu'elle vous a plu et que ces 4 sujets vous ont intéressé. Si elle vous a plu donc cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.